à la lumière, en tout cas, des interpellations et des déclarations que j'ai eues écho, j'ai deux constatations à faire. La première constatation, c'est qu'aujourd'hui, tout laisse croire que Macky Sall n'est pas toujours dans des dispositions d'organiser le 25 février prochain une élection démocratique où va s'exercer le suffrage vraiment universel, c'est-à-dire où tous les ayants droit pourront exercer leur suffrage et surtout à partir du 2 avril faire une passation de service et nous laisser un nouveau président de la République nouvellement élu. Vous vous rappelez sans doute qu'il nous avait promis que tout ce qui pouvait faire de sorte qu'il se maintienne au pouvoir, c'était s'il y avait un chaos sécuritaire. J'ai aujourd'hui l'impression qu'à défaut d'obtenir ce chaos sécuritaire, il est en train d'œuvrer pour un chaos juridico-institutionnel. L'acte 1, c'est cette fameuse commission d'enquête dont ne doute pas peut-être du bien fondé de la nécessité par exigence de transparence de la mettre en œuvre, mais surtout le fait qu'aujourd'hui qu'on veuille créer un lien instrumental entre l'existence de cette supposée enquête et l'éventualité effectivement d'exercer des pouvoirs exceptionnels. Tout cela pour dire que aujourd'hui, si on était vraiment dans une dynamique d'élucidation des faits, je pense que le ministre de la Justice, qui a le parquet à sa disposition et tous les procureurs, il aurait fallu tout simplement ouvrir une information judiciaire. L'ouverture d'une information judiciaire, effectivement, engendrerait automatiquement l'arrêt de cette commission d'enquête parce qu'elle est laborieuse, difficile à mettre en œuvre, les auditions et les autorisations qui doivent être obtenues notamment par le Conseil supérieur de la magistrature, et on n'est pas sûr de les avoir. Tout cela pour vous dire qu'ils ont choisi vraiment la voie la plus chaotique pour, en tout cas, peut-être arriver à une guerre des pouvoirs entre le pouvoir parlementaire, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire et surtout arriver en arbitre. Tout cela pour vous dire effectivement que cela m'interroge sur, encore une fois, la volonté de Macky Sall de quitter le pouvoir, mais surtout les obstacles techniques que vous avez décrits tout à l'heure, c'est le dernier point de mon propos. Premier obstacle, le suffrage universel ne risque pas d'être universel, malheureusement. Si à 3 semaines, on n'a pas encore la carte électorale en violation du code électoral, cela doit nous amener aujourd'hui à nous poser la question de savoir que fait le pouvoir. Parce qu'on sait que bon nombre d'électeurs ne votent pas dans le lieu de résidence habituel et qu'ils auront besoin effectivement d'identifier déjà là où ils sont donc électeurs, d'avoir la confirmation et pouvoir faire le déplacement le jour même. Donc si à 3 semaines ou 4 semaines maximum de l'élection, on n'a pas encore cela, cela m'interroge encore sur la volonté. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour conclure qu'actuellement pour en finir avec Macky Sall. Aujourd'hui, nous avons la capacité, tous les errements institutionnels, toutes les instrumentalisations de la justice et des autres institutions, nous avons la possibilité, d'ici 4 semaines, de tourner la page définitivement. Mais nous devons le faire en faisant preuve à la fois de cohésion, le doyen l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que j'appelle à la solidarité entre les candidats de l'opposition, conformément à la charte du F24, mais surtout aujourd'hui, il faut que les candidats en lice puissent être à l'écoute
des experts du F24 qui nous avaient alertés à temps sur les éventuels, effectivement, pièges qu'il y avait concernant le processus du parrainage. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle de la sécurisation de l'élection. Le combat, c'est maintenant, pas plus tard. Donc aujourd'hui, je pense effectivement que c'est une question de la plus haute importance aujourd'hui et il est urgent et nécessaire pour que les candidats puissent s'unir autour de cette problématique afin que, en tout cas à partir du 25 février, qu'on puisse définitivement tourner la page du régime de Macky Sall. Merci. À l'élection présidentielle de 2019, c'est 2 400 000 Sénégalais qui n'ont pas voté, inscrits régulièrement sur les listes électorales. On se pose la question, mais comment ça se fait que des Sénégalais, parce que s'inscrire sur les listes électorales, c'est un parcours du combattant. Donc pourquoi ils ne votent pas? Et aujourd'hui, le processus électoral en cours indique clairement que nous allons vers une élection à suffrage censitaire. Il n'y a pas une seule décision qui rassure sur l'issue de ce scrutin. Premièrement, une révision exceptionnelle des listes électorales d'1 mois. Je vous rappelle qu'à l'élection présidentielle de 2012, la révision des listes électorales a duré 8 mois et 9 mois pour la diaspora. Pour cette fois-ci, ils ont organisé pour 1 mois. Alors que nous avons un corps électoral, une population électorale, en âge de s'inscrire sur les listes électorales d'environ 2 millions. Donc à peu près 1 700 000 Sénégalais n'ont pas pu s'inscrire. Premier quoi. Deuxième quoi. On est à 29 jours de l'élection. Personne ne peut vous dire le nombre d'électeurs qui vont y participer. Aucune communication des autorités. Il y a combien d'électeurs? On ne sait pas. Mais dans quelle démocratie sommes-nous? Dans quelle élection sommes-nous? À 3 semaines, on ne sait pas le nombre d'électeurs. Deuxièmement, aucun Sénégalais n'a la garantie d'être sur les listes électorales. Parce que la plateforme qui permettait de vérifier son inscription sur les listes électorales n'est plus fonctionnelle depuis février 2023. Dernièrement, la DGE a mis sur son site que qui veut vérifier son inscription doit appeler un numéro vert. Mais combien de Sénégalais connaissent le site de la DGE? Quels sont les Sénégalais qui ont accès à cette information? Donc aujourd'hui, personne n'a la garantie d'être sur les listes électorales. Personne. Moi qui parle, on peut me radier des listes électorales sans que je le sache. Deuxième manquement. Troisième manquement, l'acte additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance dit clairement en son article 5 que tous les États doivent donner accès aux listes électorales aux électeurs. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. Donc, dans ce processus électoral, il n'y a aucun acte qui rassure. Et le dernier manquement, c'est la non-publication de la carte électorale. L'article L66 du Code électoral dispose que la carte électorale doit être arrêtée et publiée 30 jours avant l'élection et n'est susceptible d'aucune modification après sa publication. Jusqu'à présent, elle n'est pas publiée. Vous de la presse, vous avez-vous reçu la carte électorale? On vous l'a envoyée? Moi, j'ai vu aucun article de presse qui parle de la carte électorale. Ça devrait être l'actualité aujourd'hui. Or, la carte électorale est capitale sur l'issue d'une élection. Je vais vous donner des exemples en partant de la carte électorale de 2019. De l'étude que j'ai faite de cette carte électorale, 701 bureaux de vote fictifs ont été créés. Au moins 1837 bureaux de vote non localisables. Ils ont créé 3550 bureaux de vote de moins de 300 électeurs. 364 bureaux de vote de moins de 100 électeurs. Donc on se rend compte qu'il y a un chiffre excessif de bureaux de vote par rapport aux 6 680 000 électeurs qu'il y avait en 2019. Quel est l'objectif? 1. Avec les bureaux de vote excessifs, empêcher l'opposition d'être présente sur tous les bureaux de vote. Mais il y avait 15 397 bureaux de vote. Un bureau de vote ouvert en Italie à Arezzo avec un électeur. Un centre de vote, un électeur. Quel est l'opposant qui va envoyer un mandataire? Ankara, Turquie, un bureau de vote avec 2 électeurs. Mozambique, un bureau de vote avec 8 électeurs. Etc. etc. Donc on empêche l'opposition, parce que, sachant que l'opposition n'a pas les ressources humaines ni les capacités financières d'être présent dans tous les bureaux de vote, on ouvre un nombre excessif de bureaux de vote. C'était le premier objectif.
Les bureaux de vote non localisables. Vous ne savez pas où se trouve le bureau de vote. Je vous donne un exemple. Ngaparou, 12 bureaux de vote. On met sur la carte d'électeur, lieu de vote, Ngaparou. Vous allez faire comment pour retrouver votre bureau de vote? Vous allez faire le tour de tous les bureaux de vote d'Angaparou pour retrouver votre bureau de vote? Paris, en 2019, 73 bureaux de vote. Sur les 53, on a mis lieu de vote, Paris. Comment vous allez faire pour retrouver votre bureau de vote? Vous allez faire le tour de tous les bureaux de vote de Paris? Avec le risque de faire la queue d'arriver au vote, non, on n'est pas sur les listes. Donc, la carte électorale a été élaborée d'une manière opaque et arbitraire pour pouvoir faire passer des fraudes électorales. Parce que quand on crée des bureaux de vote fictifs, c'est pour faire quoi? Pour élaborer des procès-verbaux de résultats fictifs. Je vous rappelle que l'audit du fichier électoral de 2021 a montré qu'au moins 1 million de Sénégalais ont été inscrits irrégulièrement. Audit officiel de 2021 du fichier électoral. Vous affectez ces électeurs fictifs à ces bureaux de vote fictifs, mais ils deviennent invisibles parce que qui va demander à aller voter dans ces bureaux de vote fictifs? Personne. Donc ça passe inaperçu. Pour dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on ne publie pas la carte électorale de l'élection 2024, sa non-publication est suspecte. Et qu'aujourd'hui, la lettre doit être donnée au maximum, une mobilisation pour que cette carte soit publiée. On ne peut pas aller à une élection sans savoir où se trouvent les bureaux de vote, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas la publier. D'après les quelques échos d'information, ils l'ont mis dans quelques préfectures. Même des candidats ont des problèmes pour accéder à cette liste. Or, elle est fondamentale. Les résultats de l'élection présidentielle de 2009 interrogent par rapport aux résultats législatifs de 2017. Le candidat Macky Sall, Benno Bokk Yakaar, avait 100 000 voix à Dakar. En 2019, il se retrouve avec 212 000 voix. Pikine, ils avaient 90 000 voix. À la présidentielle, ils se retrouvent avec 183 000 voix. Mais posons-nous la question, mais comment c'est possible? Parce qu'en l'espace de moins de 2 ans, quelle est la gouvernance qu'il a faite du Sénégal qui puisse lui donner autant de gains électoraux? Du simple au double d'une élection à une autre en moins de 2 ans. Donc posons-nous des questions sur ce qui se passe, les faits que nous observons. Et aujourd'hui, le travail en amont que nous devons faire, c'est d'obtenir la carte électorale, de faire une investigation approfondie de cette carte électorale pour qu'on puisse savoir si les bureaux, on peut les retrouver, parce que c'est d'abord ça le plus important, retrouver les bureaux de vote. Il n'y a pas de bureau de vote fictif. Vous allez Touba, le plus grand centre de vote Touba Darou Khoudoss. Ils ont créé 95 bureaux de vote de 200 électeurs. Alors que si on avait fait ce que la loi avait recommandé, l'article L66 du Code électoral, des bureaux de vote de 600 électeurs, ils auraient créé au maximum 49 bureaux de vote. Donc on alourdit le jour du scrutin. En créant 95 bureaux de vote, on crée la confusion, la désorientation, impossibilité de trouver les bureaux de vote, et ça ouvre la porte à des fraudes électorales. Donc c'est fait à dessein, tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est crucial, il est fondamental qu'il y ait une mobilisation pour que cette carte électorale soit publiée. C'est un document public. Dans une élection, il n'y a pas d'information confidentielle, encore moins secrète. Tout est public. C'est pour ça qu'on parle de transparence. Or, les actes que posent les autorités ne vont pas dans ce sens. Aujourd'hui, personne n'a la garantie de pouvoir voter le 25 février. Personne ne sait s'il est sur les listes électorales. On ne peut pas vérifier. 2, vous n'êtes pas sûr que le jour de l'élection, vous allez retrouver votre nom sur les listes électorales qui sont présentes dans les bureaux de vote. C'est ça qui permet de voter. Retrouver son nom dans les listes électorales qui sont dans les bureaux de vote. Ce n'est pas parce que vous avez une carte d'électeur que vous allez voter. Non, ce n'est pas la garantie. Donc le vote n'est plus garanti au Sénégal. Voilà la situation où nous nous trouvons. C'est pour là qu'il faut véritablement que tout un chacun, dans le secteur où il est, se mobilise pour que nous puissions laisser aux Sénégalais la volonté d'exprimer et de faire un choix. Quels que soient les sondages, si on empêche les Sénégalais de voter, comme ils l'ont fait aux législatives, au local, en 2019, en 2017, le changement n'aura pas lieu. En 2017, quelle était la stratégie? La rétention des cartes d'électeurs. Il y avait un fichier électoral d'environ 5 millions, uniquement 3 400 000 ont reçu leur carte d'électeur. Effectivement, à l'élection législative, 3 300 000 ont participé au vote. Et la coalition au pouvoir a obtenu la majorité absolue
avec 1 600 000 voix. Donc une minorité qui a élu les députés qui ont orienté la vie politique et sociale de ce pays pendant 5 ans. Nous devons faire face à ça. Et le premier pas que nous devons poser dans ce sens, c'est de faire une mobilisation pour que la carte électorale soit rendue publique, afin que son analyse soit faite, pour qu'on puisse identifier les éventuelles manipulations. Sa non-publication est suspecte. Je vous remercie. Tous les intervenants ont été vraiment précis, clairs. Donc nous, ce qu'on veut rajouter simplement, c'est de dire que le F24 est toujours dans la même dynamique, même cohésion. Moïher, tout empêchement de candidat à la candidature. D'une part, se battre pour que les élections se passent dans la paix, la transparence, et que le vote des Sénégalais, qu'on puisse les respecter. À ce niveau, nous avons mis en place une plateforme de sécurisation du vote. Il est évident que maintenant les gens se rendent compte que l'OLU, on en a besoin. Évidemment, les candidats aujourd'hui sont sur le terrain pour essayer de gagner le suffrage des Sénégalais. C'est normal. Mais tout ce travail-là, s'ils le font pour qu'on leur vole leur élection dans la nuit, effectivement, du 25 février, ça ne sert à rien. Pour faire respecter, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, l'expression du suffrage, l'expression des Sénégalais, nous avons besoin de nous organiser. Toutes ces histoires de commissions itinérantes, la CE qui envoie des arbitres et tout ça, toute cette société civile qui travaille là-dedans n'est pas efficace. Ces gens-là vont venir, ils vont nous regarder, ils vont faire des rapports et ils vont partir. Ils n'auront pas effectivement sécurisé notre vote. Le vote des Sénégalais, c'est aux Sénégalais de le prendre en charge. Nous sommes assez mûrs. Nous sommes assez mûrs en expérience, en pratique et en matière de démocratie pour dire qu'aujourd'hui, si nous votons, nous n'avons sécuriser. Personne d'autre. C'est ça qu'aujourd'hui nous proposons. Le système que nous proposons est tout simple. C'est de faire en sorte que dans tous les bureaux de vote, qu'on puisse être présent. Aujourd'hui, parler de la carte électorale, la cartographie électorale, montre déjà à peine 3 semaines des élections, montre un peu ce qui nous attend le jour des élections. C'est pour ça que tant qu'on ne sera pas présent dans tous les bureaux de vote, on ne peut pas parler de transparence. L'État aura la possibilité de faire ce qu'il veut lorsque effectivement les résultats seront comptabilisés au niveau des départements. Donc évidemment maintenant, on n'a plus beaucoup de temps. Ce qu'on a proposé aux candidats, notamment aux candidats du F24, on en a 10 à l'intérieur du F24. Sur les 20, nous en avons 10. Ce n'est pas rien. C'est pratiquement tout le quorum. Donc ces 10-là, nous leur avons proposé de travailler aujourd'hui d'arrache-pied au niveau de la base de données que nous avons mis en place. La base de données, c'est quoi? C'est que depuis que nous avons envoyé l'email aux Sénégalais, de dire venez vous inscrire, soyez les soldats de la transparence, chaque jour, nous avons pratiquement une centaine d'inscriptions. Ces gens-là, nous les mettons à la disposition des candidats. Ces personnes-là n'ont aucune étiquette. Ces personnes-là sont des volontaires pour la démocratie, la transparence. Et ils se proposent pour aider les candidats à gérer effectivement les résultats du vote pour leur remonter au niveau des départements, pour que là où se feront les comptages, qu'effectivement aucun vol ou aucune transgression du suffrage ne puisse être fait. C'est pour ça que nous avons dit aux candidats, rentrez sur cette base de données, prenez les gens, discutez avec ces volontaires, voyez s'ils peuvent être vos représentants, transformez-les de volontaires en représentants. Ça, ce ne sont que les candidats qui peuvent le faire. Nous, le F24, on ne peut pas transformer ces volontaires en représentants. Ce sont les candidats qui peuvent les transformer en représentants. Donc, pour que cet essai se réussisse, il faut qu'ils rentrent dans la base de données. Ils ont tous les mails, ils ont tous les mots de passe, ils sont capables de les prendre. Et au soir du 30 janvier ou du 1er février, on fera le point avec la cartographie qu'on aura. On fera le point de là où on n'est pas présent. Quand on sera là où on n'est pas présent, la grande différence avec les élections passées, c'est on a 4 semaines pour réagir. On a 4 semaines pour se donner les moyens de dire dans tel lieu on n'est pas présent, dans tel lieu c'est sensible, il faut être présent, dans telle zone frontalière, il faut être présent, voilà ce qui se passe, etc. Et on pourra étudier de façon mutuelle les faiblesses de notre situation et faire en sorte d'être présent partout, ou en tout cas de diminuer le risque de transformer le vote des Sénégalais.
C'est ça le fondement de notre pratique. Et le F24 travaille d'arrache-pied pour ça. Et il faut que les candidats le comprennent. Et je pense qu'ils l'ont compris. Donc aujourd'hui, focus sur récupérer tous ces volontaires. Au moment où je vous en parle, j'ai regardé l'email de F24. Il y a plus d'une vingtaine qui viennent de s'inscrire. Donc il faut qu'ils fassent focus sur cette base de volontaires, les récupérer. Et quand ils vont les récupérer comme représentants, ensuite, nous, on va voir quels sont les bureaux de vote où on n'est pas présent, nos forces et faiblesses au 1er février, et on va essayer d'y remédier. Voilà un peu la situation. Je ne voulais pas être plus long, mais simplement pour vous dire que le F24 est toujours dans sa trajectoire, sa logique. C'est de dire qu'aujourd'hui, on veut des élections transparentes, on veut une participation inclusive, et on veut aujourd'hui que le peuple sénégalais ait de l'oxygène par rapport aux élections du 25 février. Je vous remercie.